Bonjour à tous, nous sommes le 26 mai 2017, il y a 50 ans. C'est un massacre à Pointe-à-Pitre, on va en parler tout à l'heure puisque c'est un jour historique pour les patriotes guadeloupéens, pour les Guadeloupéens aussi qui sont tombés ce jour-là. On n'en sait toujours pas davantage sur le nombre de morts. Un historien, entre guillemets, a dit qu'il y avait 7 ou 8 morts. Un ministre des colonies a annoncé 87. Un historien ici qui a écrit un ouvrage sur mai 67, Raymond Gama, disait qu'il y avait environ une centaine de morts. En tout cas, la vérité est en marche, puisque ce matin, à Pointe-à-Pitre, il y a eu dépôt d'une plainte. On va en parler au courant des jours qui viennent, et des manifestations ont lieu un peu partout. On a toute une liste de manifestations, on va en faire le point tout à l'heure. Sinon, on revient tout de suite à l'actualité. Depuis le 5 mai 2017, le cyclotron, pièce maîtresse du Centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe, est arrivé sur site hier. Il était présenté au public, précédé de la visite des locaux. Bien évidemment, Guy Losbar était là, mais aussi les maires de la Guadeloupe et aussi Harry Chalus, et je crois même qu'il avait invité Victorin Lurel. La ville de Baie-Mahault et EDF renforcent leur engagement en faveur de la transition énergétique du territoire. Une convention pluriannuelle a été signée, c'était hier, reportage tout de suite. Afin de récompenser la meilleure équipe au classement général du prix des CM2, Coopération, Citoyenneté, Excellence, le maire Jocelyn Sapoti invitait les élèves à un déjeuner au restaurant La Belle Chaudière. Bonjour à tous, vous êtes dans le ZCL en direct de RHT. Tout à l'heure, on va recevoir, comme d'habitude, notre décrypteur national qui est là, Didier Détouche avec Marie-France Gougeot. Plus tard, nous aurons Sylvie Gustave Diduflo qui est, vous le savez, candidate dans la 4e. Justement, on parlera de la 4e tout à l'heure. Et puis, plus tard, on fera une petite nouveauté puisqu'il y aura une revue de l'actu de la semaine sera présentée par Alexandra Giraud qui est déjà là. Et puis on parlera, pour terminer, du festival Héritage, mais ce sera avec Laurence Makeba. Voilà un petit peu le sommaire de tout ce qu'il y a à voir avec nous jusqu'à 14h. Mendy sera avec nous dans un instant. Pour l'heure, on va revenir sur les événements de mai 67. Et vous vous souvenez, on l'a dit plusieurs fois, mai 67, 15h10, un homme était tombé, Jacques Nestor. Il avait 25 ans. C'était il y a 50 ans maintenant. Retour sur ces événements avec une vidéo. Mai 1967 à Pointe-à-Pitre a fait de nombreux martyrs. L'ombre de l'un d'entre eux plane encore. Celle de Jacques Nestor. Qui était Nestor? Jacques Nestor a été la première victime guadeloupéenne des événements du 26 mai 1967. Très actif pendant la grève du bâtiment, on peut se demander s'il n'avait pas été depuis très longtemps repéré par le commissaire Canales. Nestor aurait-il été la cible désignée d'un des tireurs d'élite de la CRS? Saura-t-on un jour la vérité? Donc j'étais à côté de Jacques Nestor, je sens que ça se durcit. Je vois l'arrivée des CRS commandés par un petit capitaine en bleu et dans sa Jeep, qui commence à aligner ses hommes. Donc je le vois aller en passant par Madame Adeline. Et comme on ferme le prise unique, là Jacques avec ses deux pieds dit que c'est pas le moment de fermer, laissez-nous passer. On avait pesé ce qu'il était, jugé ce qu'il était et vu ce qu'il fallait faire. C'était le seul nationaliste qui se trouvait là à ce moment-là. Et il a été visé. Comme pour, je le dis encore une fois, il s'agissait là, pour moi, là j'en suis sûr, il s'agissait là d'une provocation. Les gars se sont mis à tirer. Ils ont pris en enfilade l'angle. Alors, ça partait donc du monument aux morts. Et ils ont tiré dans un angle qui allait à l'encoignure de la rue qui mène à l'hôpital, où il y avait à l'époque le cabinet du docteur Nitila. À côté, c'était la maison des Berclos, la Renaissance, la sous-préfecture et un bureau de travaux publics.
Et ils ont mitraillé. Les balles ricochées, on a les balles ricochées sur le jet d'eau. Et puis brusquement, il y a eu un cri. Il prend Nestor. Je marchais tout doucement. Et en arrivant à ce carrefour, je me dis, où ça va, pourquoi là? Il y a terre, à chercher. Donc je retourne et je fais par la rue Bébian. Et quand je traverse la place de la Victoire, je ne vois personne. Et je vois le corps à terre et ses intestins qui sortent. Alors j'ai dit à des gens qui regardent de venir pour le ramasser avec moi parce qu'il est trop lourd. Mais en même temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? On est à pied. Je me mets sur la route et je fais signe à des voitures d'arrêt. Et puis en ressortant, je vois un groupe de gens se transportant. Ça a été très vite, transportant monsieur Nestor, que je connaissais d'ailleurs très bien, comme tout le monde. Et dans l'état que j'ai pu observer où il était, je me suis dit, ils ne vont jamais avoir le temps d'arriver au centre hospitalier. Et je n'ai fait que immédiatement avoir une chute dans les idées. J'ai fait ouvrir une voiture qu'on venait de me livrer d'ailleurs le matin, une petite camionnette Renault, et l'installant dedans pour l'emmener à l'hôpital. Cette voiture qui devait prendre 4 personnes, il devait avoir une vingtaine là-dedans, c'est certain, je me souviens comme hier quand même. Et où tout le monde dit à nous aller, il faut mener vite, il ne faut pas y mort, à nous aller. Mais effectivement, on a peut-être pris plus de temps qu'il ne fallait puisque la voiture était trop chargée, mais on est quand même arrivé. Et une fois arrivé au centre hospitalier, il a été tout de suite pris en main par le docteur Hélène, je crois, et les infirmières. 40 ans après, les événements de mai 1967 à Pointe-à-Pitre n'ont pas délivré tous leurs secrets. Ces fragments d'histoire racontés par ceux qui l'ont subi et vécu doivent désormais trouver, sans passion et sans haine, la place qui leur revient dans la grande histoire de la Guadeloupe. À tout cela, honneur et respect. L'envoyez-nous dans l'esclavage, nous dit cherchez libérer nous. Nous savons aujourd'hui c'est couillonnade, faut nous libérer pays là. Face aux tyrans, face aux fusils, debout Guadeloupe. Que le sang des victimes honore nos poitrines. Petit sujet donc sur la mort de Jacques Nestor, tourné avec nos amis Philogène, Muriel, etc., qu'on remercie. Et vidéo qui est disponible sur YouTube ou encore sur Dailymotion. Voilà, ça c'est l'actualité d'il y a 50 ans. Cette actualité continue bien sûr avec des manifestations, je vous l'ai dit, on va y revenir à la fin. Je vous signale simplement la sortie de cet ouvrage de Serge Glaude. Le Gong, c'est quoi? Serge Glaude, c'est l'un des derniers membres du Gong. Il a été un des patriotes arrêtés après les événements de 67. Il vient de sortir cet ouvrage d'une centaine de pages chez les éditions Nestor, c'est-à-dire le drapeau qui est là, c'est le drapeau de la Guadeloupe, si vous ne le saviez pas. Bien, voilà, on va quitter donc les événements de 67, on va revenir à la réalité la plus immédiate, puisque nous allons parler de politique avec Didier Détouche. Bonjour. Bonjour. Et Marie-France Goujo-Etna. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous, puisque aujourd'hui nous sommes à jour X, 3 semaines déjà des élections législatives. On va en parler tout à l'heure avec une invitée, puisqu'on va recevoir Sylvie Gustave Duflo. Mais avant, on va faire un petit tour sur l'actualité française et même mondiale, Didier, puisque le président Macron, premièrement, il est parti, ça y est. Il avait rencontré Merkel au lendemain de son élection. Et voilà, maintenant, il est dans la cour des grands. On peut le dire comme ça? Oui, c'est exactement ça. Il est dans la cour des grands et il essaie d'imposer sa stature présidentielle en profitant de cette semaine assez providentielle où il y a énormément de rendez-vous internationaux. L'OTAN, il y a eu malheureusement une actualité internationale aussi avec cet attentat terroriste qui a touché beaucoup de jeunes, un concert, un attentat vraiment déplorable. Et puis
On a eu également ce G7 donc, qui réunit les puissances les plus riches de la planète. Donc certains disent les puissances les plus industrialisées. Il faudrait peut-être trouver d'autres critères, mais en tout cas les pays les plus riches, ce qui explique la présence du Japon notamment parmi ces 7, mais aussi du Canada. On a un président qui installe de plus en plus une figure qui mélange un peu les genres. Alors on a une communication et une vision globale qui se dessine de sa politique internationale qui est gaullienne, assez mitterrandienne dans le sens où on essaie vraiment d'être très proche avant tout de l'Allemagne. On sait que Nicolas Sarkozy avait plutôt essayé de jouer avec l'Angleterre, puis ensuite avec les États-Unis. Et on a eu un Jacques Chirac qui, lui, s'était montré très frileux vis-à-vis de George Bush et vis-à-vis des États-Unis. Et François Hollande qui avait essayé de travailler un peu avec les pays du Sud pour avoir une Europe qui fonctionne. Emmanuel Macron, lui, veut refonder manifestement l'Europe, avoir une espèce de rajeunissement des institutions. Et pour cela, il a besoin de travailler avec l'Allemagne en priorité, d'où son attitude extrêmement complice, chaleureuse, mais aussi engagée avec Angela Merkel. Maintenant, restera à savoir si, au-delà des effets d'annonce, au-delà des photos, s'il y a véritablement, et des poignées de main, alors j'y viens, s'il y a vraiment une politique européenne qui va se mettre en place. En tout cas, il affiche une volonté de vouloir rénover cette image européenne, ce fonctionnement également européen, notamment de la zone euro ou du budget européen. Et puis, il veut qu'il y ait une politique de défense. On a vu qu'il était en visite au Mali, où il y a eu là vraiment cette incarnation un peu gaullienne, un peu martiale du rôle de chef des armées qu'il entend endosser et qu'il doit endosser. Et donc, il y a manifestement chez Macron quelque chose qui se dessine qui est assez fort, c'est le leadership. Le leadership en matière internationale, parce que ça n'a pas du tout été l'attitude de François Hollande, même s'il a été chef de guerre au niveau de l'Afrique et que sa politique, en tout cas militaire en Afrique contre le terrorisme, est l'une des rares choses qui a marché ou qui a trouvé grâce aux yeux de l'opinion publique. Eh bien, lui, il veut vraiment s'imposer, mais en douceur, comme effectivement l'interlocuteur numéro 1 en l'absence circonstancielle quelque part des États-Unis, puisque nous savons que les États-Unis de Trump se replient sur eux-mêmes et sur elles-mêmes et en fait veut vraiment avoir une politique où on ne aborde pas de front les problèmes au Moyen-Orient, au Proche-Orient pour essayer de les régler. Il y a juste un affichage antiterroriste, mais les Américains et Donald Trump en particulier a décidé de verrouiller un peu la politique internationale, même de rapatrier les fonds qu'ils utilisent pour leur politique internationale. Donc il y a un espace pour Emmanuel Macron et manifestement il essaie de l'occuper avec une image moderne et jeune et dynamique. Marie-France. Alors Donald Trump, pendant son entretien avec Emmanuel Macron, s'est senti obligé d'expliquer qu'il ne soutenait pas la politique de Marine Le Pen. C'est un peu une opération séduction à laquelle le président des États-Unis ne nous a pas habitués. Pourquoi est-ce qu'il a eu envie comme ça de plaire à notre président? Alors, mon avis, c'est que Donald Trump est empêtré dans une affaire assez importante qui peut amener, mais on en est loin, à sa destitution. Pourquoi? Parce qu'il a eu des rapports avant d'être président et pendant la campagne très troubles avec la Russie de Vladimir Poutine et notamment avec les renseignements ou en tout cas certaines personnalités auprès de lui qui étaient proches des renseignements russes. Donc, en ce moment, aux États-Unis, les politiques sont en train de mettre en œuvre une procédure pour comprendre en tout cas quels sont les vrais liens. Ça a commencé avec le FBI, il a destitué l'ancien directeur du FBI et le nouveau a la même direction. En fait, ils veulent éclaircir cette affaire-là.
il est donc parti dans un voyage assez long, parce que c'est rare qu'on ait autant de successions de déplacements de pays à visiter. Il a fait l'Arabie Saoudite, il a fait Israël, là il est en Sicile pour le G7. Et on voit bien qu'il y a une volonté, et à mon avis c'est exactement la même procédure quand il a envoyé son avion militaire près de la Corée, quand il a bombardé également la Syrie, même si c'était assez justifié au regard de l'horreur qui avait été commise là-bas. Eh bien, on sent qu'il essaie de déplacer l'attention de l'opinion publique et de s'installer en chef de l'État américain, mais qui voilà, se lance dans la politique internationale. Ça, c'est la forme. Et c'est vrai qu'au niveau de la forme, il a été plus ou moins agréable avec tous ceux qu'il a rencontrés, jusqu'à Emmanuel Macron. Mais dans le fond, on s'aperçoit qu'il n'y a strictement rien. Non seulement il n'y a pas de politique de Proche-Orient, mais il n'y a pratiquement pas de prise de position envers les uns ou les autres. Il y a juste une forme de prosélytisme pro-israélien très fort, affiché par les images. Et concernant Emmanuel Macron, eh bien, il s'agit maintenant de surfer sur la vague, puisqu'il y a, pour le moment, une espèce de Macron-mania à l'étranger. C'est un président jeune qui, finalement, a réussi une élection surprise comme celle de Donald Trump. Donc, Donald Trump a voulu un peu récupérer cette image et donner une image de chaleur et de volonté de travailler. Mais derrière ça, et Danick le sous-entendait tout à l'heure, quand on regarde la poignée de main, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai rapport de force derrière ça et que Emmanuel Macron a bien envie de jouer à ce rapport, dans ce rapport de force, puisqu'il y a là une volonté de ne pas se montrer impressionné, mais au contraire d'en imposer, mais dans la distance. D'ailleurs, on observe, les observateurs notamment disent que bon, la personnalité de Trump est tellement trouble, tellement compliquée, tellement imprévisible qu'il peut changer de casquette et de positionnement du jour au lendemain. Là, on espère qu'il va le faire pour les accords de Paris, puisque la pression finalement des pays internationaux montre que les accords de Paris, il a envie de revenir un peu dessus. Donc, il se montre plutôt chaleureux avec le président français pour essayer de préparer peut-être plus tard des négociations qui s'annoncent dures, parce qu'on sent qu'Emmanuel Macron ne va pas être si... Moi, je suis convaincu qu'il veut gouverner en centre au niveau de la politique intérieure. Au niveau international, je pense qu'il va être assez volontariste et assez intransigeant sur un certain nombre de choses. Je pense qu'il a l'espace pour ça et pour le faire. Maintenant, on va voir comment c'est de l'avant s'entendre, mais Donald Trump, c'est un président tout à fait à part. Et chaque jour, on ne sait pas ce que ce président-là va nous amener, va amener au monde, va amener à son pays et va amener aux partenaires extérieurs. En tout cas, les 7 étaient réunis. Ils ont fait l'effort de faire en sorte que ça ne soit pas 6+1. Et on va voir ce que ça va donner dans les jours prochains. Alors, on va quitter la politique internationale, on va revenir à la politique plus nationale, puisqu'on va parler des enjeux de la 4e circonscription. Effectivement, 18 candidats. Bien évidemment, on va recevoir l'une d'entre elles, l'un de ces candidats tout à l'heure, mais on peut noter déjà, là on en a beaucoup parlé déjà, le fait que l'URL ne se soit pas représenté, et aujourd'hui on se pose la question qui ? Tout à fait. Alors, cette circonscription, elle est assez symptomatique, voire emblématique de la situation politique et en particulier de l'échec des bonnes volontés qui voulaient qu'au sein de la majorité régionale, eh bien, on puisse être dans des candidatures légitimes et légitimées, mais que l'on n'aille pas vers une pluralité de candidatures, voire même une inflation de candidatures qui serait elle-même le reflet d'ambition et d'ego démesuré et totalement incontrôlé. Quand on regarde, on voit des personnalités importantes comme... Donc effectivement, Sylvie Gustave Duflot qui est vice-présidente de la région Guadeloupe. On a Aramis Arbaud, soutien, qui est maire de Vieux Habitants, qui peut s'enorgueillir d'avoir obtenu ce déchoucage entre guillemets du maire de Vieux Habitants, qui est oui, mais comme Victorin Lurel se représentait. Donc on a un déchoucage de ce bastion luréliste depuis quelques années. Et puis on a également Madame Vainqueur aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a Madame Vainqueur qui a exercé un temps à la place de Victorin Lurel le rôle de députée, qui est une luréliste, une socialiste, oui, et qui représente aussi une certaine
je dirais, une sorte de baronnie locale politique au sein de Basse-Terre. On a également Sonia Petro, présidente des Républicains, qui, elle, est dans un combat aussi frontal avec un membre et qui montre les déséquilibres au sein des Républicains, en tout cas les désaccords très forts, donc de Mme Panchard, qui, elle, fait partie de la majorité régionale d'Ari-Chalus. Donc, on voit qu'il n'y a pas un candidat... Il y a une chevrerie, Evita, mais qui, elle, est comme d'habitude dans le combat politique au niveau local, qui a connu des chemins plus sinueux également. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, une chevrerie est toujours présente, mais on se rend compte qu'il y a il n'y a pas un seul candidat GUSR et majorité régionale. Il y a plusieurs candidats qui jouent leur carte. Et le cas qui me étonne le plus, c'est celui d'Aramis Sarbo, qui lui est prêt à laisser donc sa mairie pour conquise de haute lutte, mais pour occuper ce siège de député. Donc, et en plus, si je permets, Didier, Aramis Sarbo, qui se rapproche du GUSR, à une vitesse vertigineuse d'ailleurs. J'étais au congrès de GUSR il y a une dizaine de jours. Il a dit désormais il y aura une section GUSR à Vieux-Habitants. C'est inédit. Enfin, je ne sais pas si Marie-France va confirmer, mais Vieux-Habitants n'était pas une terre de GUSR. Absolument pas. Je confirme bien. Alors, c'est ce qui est étonnant, parce qu'elle n'était pas non plus forcément une terre Aramis Sarbo. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a justement plusieurs figures du GUSR qui se rapprochent ou qui vont l'être ou qui le sont de longue date, qui vont combattre dans cette élection législative. Alors si pour le report des voix, ça peut être intéressant, mais pour un premier tour, ça peut être tout à fait désastreux. Et en tout cas, ça pose la question de savoir, mais vraiment, comment derrière l'unité affichée de ce parti, comment la cuisine interne politicienne a été réglée, tant on voit que finalement, et les autres circonscriptions le montrent également, pour ces législatives, les ambitions n'ont pas été revues à la baisse. Bien au contraire, on a une floraison d'émancipation politique qui, à mon avis, laisse supposer pour la suite pas mal de ralliements d'alliances différentes sous fond de municipales. Et sénatoriales aussi, d'ailleurs, avant. Oui, une dernière question, Marie-France. Juste rapidement, mais cette inflation, justement, de candidats dans la 4e et sur l'ensemble du territoire... 82 au total. 82 au total, absolument. Est-ce que ce n'est pas justement aussi une volonté de la société civile de vouloir s'imposer en politique, ce qui est quand même très nouveau? Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a à la fois ce que je disais, c'est-à-dire le fait que finalement, le parti qui est très majoritaire actuellement après les régionales en Guadeloupe n'est pas réussi à imposer une vraie discipline pour faire en sorte que l'on ait des figures précises qui s'imposent. D'ailleurs, le fait qu'il y ait deux candidats officiellement En Marche du GUSR et le reste qui se dit de la majorité mais qui n'est pas investi par En Marche, ça montre aussi qu'il y a eu désordre, en tout cas dans la confection des choix des candidats, sans parler du cas Mathiazin qui a divisé aussi entre Guy Losbar et le président Chalus. Mais il y a aussi cette volonté de participer, de se socialiser beaucoup plus politiquement de la société civile, qui est un mouvement de fond que l'on voit en France hexagonale, qui avait déjà commencé avant Macron, et qui là a tendance à vouloir vraiment s'imposer au niveau de la Guadeloupe. Non pas qu'ils veulent que la politique soit beaucoup plus appréciée par plus de citoyens, mais je crois qu'il y a une volonté d'un certain nombre de citoyens, dont une bonne partie fait partie de la société civile, de prendre les affaires en main parce qu'ils sont déçus par les politiques qui, eux, sont des caciques et des professionnels vivant à l'abri de la vie des partis politiques. Et on sait que, justement, dans les partis politiques, la discipline, quelquefois, elle n'est pas suivie, ou quelquefois, elle est trop bien suivie, et donc elle n'empêche pas aux affaires publiques d'avancer correctement. En tout état de cause, il ne faut pas oublier, même s'il y a beaucoup de candidats de cette société civile, il ne faut pas oublier derrière qu'il va y avoir de toute façon, au vu et au gré des résultats, il va y avoir une recomposition, et je pense que cette société civile, en tout cas ses membres qui se présentent lors des élections, vont être amenés à réfléchir à soit s'émanciper, créer des mouvements politiques qui ne font pas partie des partis politiques traditionnels, ou soit être absorbés, notamment par le GUSR, ou peut-être par la fédération locale du Parti socialiste, qui, elle, est un peu à l'agonie en ce moment. Alors, 13h03, très rapidement, la dernière partie, les législatives, d'accord.
d'accord, mais la question statutaire va être posée pendant ces législatives. On a posé cette question dernièrement à Olivier Servaille, qui nous a dit qu'il était un petit peu favorable à l'autonomie en fonction de ce qu'avait dit Macron de passage ici et qu'il a réaffirmé. Vous allez dans ce sens-là, Didier? Vous pensez que la question statutaire sera encore à l'ordre du jour pendant ces législatives? Je pense que c'est une question qui devrait l'être parce qu'elle fait partie, quelque part, de la dynamique de campagne d'Emmanuel Macron en termes de propositions pour les territoires dits, entre guillemets, ultra-périphériques ou périphériques, à commencer par la Corse, à qui il a promis qu'il y aurait une évolution statutaire en fonction des desiderata des candidats. Et puis, il y a aussi nécessairement une réflexion à avoir parce que la Guyane, on a vu que leur évolution institutionnelle cette fois, parce qu'ils sont toujours dans un article 73 de droit commun, mais avec une collectivité unique, ne donne pas apparemment entièrement satisfaction. Il y a le problème de Saint-Martin qui vit très mal son évolution statutaire. Elle est passée à l'article 74, c'est-à-dire qu'elle a plus d'autonomie, mais c'est aussi dû au fait que d'un point de vue des politiques publiques, il y a eu très peu d'efforts faits en matière de subvention et de soutien et d'évaluation de l'état des lieux, de la situation de Saint-Martin avant cette évolution. Et en Guadeloupe, vous avez des intellectuels, des universitaires qui reposent la question. En Martinique, on sait que le débat suit aussi son cours. Ça devrait être une question qui, dans le cadre d'une élection nationale, doit être aussi au cœur du débat. Mais on observe que la plupart des candidats évite soigneusement cette question. Voilà, parce que, il est toujours de bon temps de se dire départementaliste quand on est dans le cadre d'une élection nationale. Bon. Ceci dit, il faut bien comprendre que les députés qui vont être élus auront vraisemblablement non seulement à réfléchir à la question, mais en plus peut-être à entamer tout un certain nombre de travaux en partenariat avec le ministère de la Cohésion des territoires, dont je sais qu'il y a effectivement des réflexions, des ateliers qui vont être constitués pour faire en sorte de voir si on va vers un peu plus d'évolution des statuts à la carte et si on propose d'autres cadres juridique à l'intérieur du cadre constitutionnel, notamment la fusion des articles 74 et 73, pour permettre en fait une meilleure adaptation des affaires publiques, de la gestion des affaires publiques aux réalités locales. Je précise en tout cas que si cette question est oubliée, il n'est en aucun cas question de réflexion sur l'indépendance. Ce dont on parle, c'est de savoir si on aura plus d'autonomie et plus de compétences ou si on va au contraire restreindre les compétences ou alors rester dans le statu quo actuel. Mais c'est vrai que pour le moment, ça fait un petit peu désordre, tout simplement parce que, par exemple, en Guadeloupe, il y a départements et régions qui, on l'a vu récemment d'ailleurs, qui ont encore un enchevêtrement de compétences et surtout qui n'arrivent pas forcément à travailler correctement ensemble. Manque de synergie. Juste un dernier mot, Didier. On va recevoir tout à l'heure Madame Sylvie Gustave Diduflo. Si vous aviez une question à lui poser, ce serait quoi? Alors, la question que j'aurais à lui poser, alors c'est une politique qui travaille, il y en a deux, mais c'est une politique qui travaille beaucoup sur les questions notamment d'environnement et il y aurait des questions à lui poser là-dessus parce que la Guadeloupe doit être fière de sa biodiversité, de sa richesse, mais reste à savoir comment est-ce qu'on protège efficacement, notamment dans le cadre national, quand on est un député, quel lobbying on met en place pour faire en sorte que nous puissions mieux profiter de notre propre biodiversité. Mais la question politique que je lui poserais, c'est est-ce qu'elle se sent à l'aise effectivement en ayant à combattre sur le terrain des élections certains de ses amis de la région ou alors de l'extérieur, mais qui se sont positionnés avec elle lors de l'élection et la campagne d'Harry Chalus. Voilà, merci Didier, merci Marie-France Gujotna. 13h07, avec un petit peu de retard, on prend cette page de publicité. On va se retrouver tout à l'heure avec Mandy pour le développement des titres. Et puis, bien sûr, on va recevoir Sylvie Gustave Diduflo. Je vous l'ai dit, on va recevoir aussi Alexandra Gigot qui fera l'actu CCN en photo tout à l'heure. Et puis, à la fin de cette édition, bien sûr, on va recevoir Laurence Makiaba qui vient parler du festival Héritage. Voilà, 13h07 et quelques secondes. On se retrouve tout à l'heure en direct de RZCL et du RHT. Voilà.
Voilà, il est 13h13 dans le ZCL en direct, donc sur ce plateau. Vous êtes aussi en direct du RHT. On salue nos amis de Capesterre et on salue Mendy qui va présenter les titres du journal. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, nous sommes donc le 26 mai, donc voyons ce qui fait l'actualité tout de suite. Et depuis le 5 mai 2017, le cyclotron, pièce maîtresse donc du centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe, est arrivé sur son site. Et bien hier, il était présenté au public, précédé d'une visite des locaux. Et la ville de Bémao et EDF renforcent leur engagement en faveur donc de la transition énergétique du territoire. Une nouvelle convention pluriannuelle a été signée hier. Nous le verrons tout à l'heure dans l'édition. Et enfin, afin de récompenser la meilleure équipe du classement général des prix des CM2, coopération, citoyenneté et excellence, le maire Jocelyn Sapotille a donc invité les élèves à un déjeuner au restaurant La Belle Chaudière. Voilà donc pour les titres. Gros plan tout de suite sur le cyclotron, on va débuter par là, Mendy. Oui, effectivement, je vous disais, depuis le 5 mai, le cyclotron est donc arrivé en Guadeloupe. Et bien hier, il était présenté au public, précédé donc de la visite des locaux. D'ici le mois de juillet, tous les équipements, y compris les concevables, seront donc livrés et installés. Débuteront donc les phases de qualification et d'essai obligatoires à l'obtention des autorisations attendues. On regarde ce reportage signé Jeff Taylor. Ce qui est important pour moi, c'est la réussite collective, la réussite des Guadeloupéens. Et j'ai invité personnellement le député Lurel, car il a initié cela par le biais de la SEM patrimoniale. Madame Bourrel, qui est présidente du département, qui participe à hauteur de 500 000 €. Et tous les maires de la Guadeloupe sont invités aujourd'hui ici. Donc comme je le dis, quand il s'agit de la santé des Guadeloupéens, c'est la collectivité, ce sont les Guadeloupéens. Donc il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir réussir et mener à bien un projet. La santé n'a pas de prix, n'a pas de coût, je le répète tous les jours. Je me réjouis d'ailleurs que le président Chalus ait continué parce qu'il fallait prendre la suite en 2015 de ce projet, l'emmener aujourd'hui à quelques encablures de la fin. Septembre, ça sera, je dirais, l'inauguration. Donc je pense que c'est montrer que lorsque la société civile se mobilise, lorsque les élus entendent les problèmes soulevés et essayent de trouver ensemble les solutions, on a le projet réalisé aujourd'hui et on peut être fier. Avec ces différents partenaires, le PMD qui fabrique le cyclotron, la TSOM pour la recherche, et ce que je peux dire, c'est que quand il y a une telle volonté, forcément il y a des éléments positifs, les vents sont favorables et on a cette satisfaction de pouvoir obtenir la présence d'une jeune Guadeloupéenne, en la personne de Mélissa Molois, qui ont en charge l'exploitation, mais aussi c'est comme les docteurs qui va assurer la recherche avec les autres unités au niveau de la Caraïbe. C'est une très grande satisfaction pour nous. C'est une satisfaction, ça fait plaisir et ça me fait très plaisir de travailler parce que c'est un projet qui me tenait à cœur. Ça concerne la population guadeloupéenne, nos malades. Donc voilà, je me dis aussi que mes efforts sont récompensés puisque voilà, j'ai enchaîné avec le master d'imagerie médicale, la thèse dans les rayonnements. Et donc là, je suis satisfaite de retourner au pays et de gérer les projets de recherche sur le cyclotron et d'encadrer l'équipe technique. Donc un cyclotron est là aujourd'hui pour créer des radioisotopes, que l'on va injecter aux patients afin de réaliser un examen TEP. Donc le principe du cyclotron est le suivant, on utilise une source d'ions, qui sont des H-, et qu'on va injecter à l'intérieur d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Et la combinaison de ce champ magnétique et de ce champ électrique va accélérer ces particules sur une forme spiralée. Voilà. On va atteindre une certaine énergie, et une fois qu'on a atteint cette certaine énergie, tout ça dans un vide très poussé, on va venir frapper des cibles pour transformer des molécules et créer des molécules qui vont être capables d'émettre un signal, donc émettre des positons pour pouvoir les utiliser à l'intérieur du TEP. Alors le TEP, il va arriver dans quelques mois, donc c'est pas vendu par notre société, c'est vendu par une autre société. Par contre, cette machine sera capable de fournir toutes les doses que vous aurez besoin pour injecter à l'intérieur des patients qui passeront des examens sur le TEP.
Voilà, il est 13h18 dans le ZCL et je vous l'ai dit, on accueille aujourd'hui Sylvie Gustave Di Duflo, pas seulement candidate aux législatives, puisqu'elle est aussi vice-présidente du conseil régional, elle était hier au Sicoton, on en parlait tout à l'heure en off, on va peut-être revenir là-dessus, mais avant, Marie-France va nous faire le portrait de Sylvie. Absolument. Sylvie Gustave Di Duflo, vous avez 46 ans, vous êtes née à Saint-Claude et vous avez grandi à Baillif, au cœur d'une fratrie de 4 enfants. Vos parents étaient d'origine modeste, un papa artisan carreleur, une maman sage-femme. Et vous gardez un souvenir très ému de votre grand-père maternel, un planteur de bananes qui savait à peine lire. Mais vous vous souvenez de lui, notamment une phrase qu'il avait l'habitude de répéter, même si tu ne vas pas très loin, n'oublie pas d'où tu viens. Et ça, vous en avez fait votre devise, à telle enseigne qu'après de brillantes études et avoir obtenu un master en sciences du cerveau à Montpellier, être passé à l'université de San Francisco pour vous spécialiser sur les accidents vasculaires cérébraux, vous devenez maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Mais vous rêvez d'une seule chose, revenir à Baillif auprès de votre famille. Et c'est ce que vous faites en 2006 avec vos jumeaux qui ont alors 5 ans. Curieusement, quand je vous ai demandé de me raconter l'un de vos meilleurs souvenirs, vous m'expliquez une histoire plutôt révoltante, celle du racisme d'une enseignante qui ne vous mettait jamais plus de 5 sur 20 à l'université du fait de votre couleur. Elle tombe malade et son remplaçant ne vous met, lui, jamais moins de 18 sur 20. Une belle histoire, me dites-vous, parce que vous avez réussi à vaincre cette infamie. Si vous aviez un seul objet à mettre dans vos bagages pour partir à l'autre bout du monde, ce serait un sabre pour couper, cueillir et reconstruire symboliquement votre vie. Et enfin, votre plus mauvais souvenir en politique, c'est sans hésitation, dites-vous, l'époque où vous avez œuvré pour que la mairie de Baillif redevienne socialiste. En échange, le président de région de l'époque devait vous soutenir pour les cantonales de 2015, mais seule votre part du contrat a été honorée. Vous avez tellement été déçu que vous avez même pensé abandonner la politique. Et là, Harry Chalus arrive, il vous demande de le rejoindre et aujourd'hui, vous êtes présidente de la commission environnement au sein de la collectivité régionale. Ma première question est très simple. Il y a aujourd'hui 82 candidats aux législatives sur l'ensemble du territoire, 4 postes à pourvoir, 49 candidats de plus qu'en 2012. Et sur votre circonscription, ce ne sont pas moins de 18 candidats. Que vous inspire cette pléthore de candidats ? Eh bien moi, je dis que c'est une belle leçon de démocratie parce que tout simplement, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, voulait décloisonner les partis, libérer les forces vives. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Et je vous rappelle que notre région n'est pas la seule à connaître, je dirais, cette vague démocratique, puisque la circonscription de Paris, qui compte 18 circonscriptions en fait, eh bien, compte 374 candidats, ce qui fait plus de 20 candidats par circonscription. Donc, libérer les forces, libérer la parole, que la population s'enrichisse des idées des différents candidats. Et ma foi, je trouve que c'est une vraie émulation politique, parce que là, eh bien, la population a le choix de choisir son prochain député. Il a le choix, il n'est plus assujetti au parti, il n'est plus assujetti à un parti qui choisirait ses candidats. Là, la population, elle va pouvoir écouter tous les candidats et faire un vrai choix en conscience. Donc moi, je suis extrêmement ravie de cette vague démocratique de candidats. Donc il n'y en a pas trop. Alors Sylvie, la dernière fois que vous êtes venue ici, vous l'avez dit et vous l'avez encore répété autre part, vous êtes une femme de gauche. Vous l'êtes toujours ? Oui, je suis toujours une femme de sensibilité de gauche. Sensibilité ou de gauche ? Je suis une femme de sensibilité de gauche, parce que être de gauche, aujourd'hui, pour certains, c'est s'inscrire dans des partis. Or, on voit que les partis ne répondent plus aux attentes de la population. Oui, ce qui m'a construit, c'est cette sensibilité de gauche, cette sensibilité progressiste. Et ma foi, ce n'est plus la peine d'être dans un parti pour pouvoir exprimer. Alors, est-ce que vous allez rejoindre le GUSR demain, comme la plupart des gens qui sont dans le groupe d'Harry Chalus, ou alors est-ce que vous allez être désormais, si vous êtes élu demain, ni droite ni gauche, un peu en mode Macron ?
Écoutez, je prendrai l'exemple de mon président, Harry Chalus, qui est sans étiquette et qui pourtant collabore avec le GIESR et d'autres partis. Il est même membre du GIESR maintenant. Non, je ne crois pas, pas à ma connaissance. Non. On le voit souvent au bureau du GIESR, au congrès, presque officiellement. Harry Chalus est quand même un allié de poids pour le GIESR. Oui. Et donc du coup, ma foi, avec mon suppléant Jean-Yves Ramassamy, nous avons décidé de venir à cette élection sans étiquette et prendre tout simplement le temps de dialoguer avec la population. Et puis, de toute façon, nous serons dans la majorité présidentielle puisque nous soutenons. Vous savez que j'ai... Vous avez l'étiquette En Marche Alors, vous avez l'étiquette, parce que je sais que vous avez validé la candidature de Macron à la préfecture à l'époque. Est-ce que vous avez gardé, demandé... Alors, pour être très clair avec la population, et singulièrement celle de la 4e circonscription, j'ai adhéré au parti En Marche, j'ai parrainé, j'ai mené campagne sur tout le sud Basse-Terre dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Et effectivement, j'ai demandé l'investiture pour les législatives. Et pour des considérations locales que je ne maîtrise pas, eh bien, il n'y a pas eu d'investiture dans la 4e circonscription. N'empêche que j'ai le parfait profil d'un candidat En Marche. J'ai constitué un binôme à parité, un homme, une femme. Le renouvellement de génération prôné par Emmanuel Macron, eh bien, ma foi, je suis dedans. Et puis, cette moralisation de la vie politique également, qu'Emmanuel Macron voudrait, eh bien, je crois que je m'inscris totalement par mes comportements passés, mes actes, dans cette rectitude que nous devons avoir vis-à-vis de la population. Vous voulez dire qu'il y a eu une petite main derrière qui passait pour vous saboter ? Eh bien, ma foi, je ne saurais trop vous dire comment les choses se sont déroulées, mais oui, mais pour des considérations locales que je ne maîtrise pas. Simplement, il faut aussi savoir que j'ai envoyé à Emmanuel Macron une plateforme de propositions, c'est-à-dire à partir des points de son programme, je lui ai proposé des amendements pour un peu plus de correspondance et d'adaptation par rapport à l'outre-mer. Donc voilà. Marie-France. Alors une question pour en revenir à votre suppléant, donc Jean-Yves Ramassamy, vous l'avez choisi, pourquoi? Parce qu'il est de Capesterre, c'est une commune importante, ou parce que c'est quand même par excellence un homme d'ouverture? Il a été proche de Lurel, proche de Michaud-Chevry, proche de Beaujon. Pourquoi avez-vous choisi Jean-Yves Ramassamy? Parce que tout simplement, ça s'inscrit dans ce qui est en train de se passer actuellement. Je veux dire que ce qu'Harry Chalus a montré, ce qu'Emmanuel Macron a montré, peu importe le parti, ce sont les compétences des hommes et les nouvelles méthodes qui vont être importantes. Jean-Yves Ramassamy, par le passé, a soutenu Joël Beaujon, il a soutenu l'homme et il a soutenu Victorin Lurel dans d'autres combats. Et là aussi, il a soutenu Ramdini aussi. Il a soutenu l'homme. Oui, il a soutenu... Donc, c'est vous dire que c'est quelqu'un qui a l'esprit totalement ouvert et qui voit que, par exemple, pour un mandat, pour une mission, eh bien, un homme conviendrait parfaitement. Donc aujourd'hui, le choix de Jean-Yves Ramassamy, ce n'est pas un choix d'opportunité. Mais c'est un poids lourd pour vous, traîner Jean-Yves après vous, non? C'est un poids lourd. Jean-Yves Ramassamy, c'est un chef d'entreprise, oui. C'est un homme de terrain et c'est un homme qui a une immense expérience sur le terrain politique comme sur le terrain de l'entrepreneuriat. Et le travail que j'ai commencé avec Jean-Yves Ramassamy ne date pas d'il y a 5 jours, ça date d'il y a une année. Une année où nous nous sommes rencontrés parce que nous nous connaissions très peu. Nous avons commencé à échanger sur la 4e circonscription. Et j'ai vu que nous avions des points de vue convergents sur un éventuel programme à mettre en place. Et Jean-Yves Ramassamy, vous le savez, il ne soutient pas des partis, il soutient des hommes et des femmes. Et je correspondais au profil qu'il voulait voir appliqué en politique pour cette 4e circonscription. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons travaillé avec son équipe à Capesterre. Donc, le programme que nous présentons, c'est vraiment une maturation d'une année.
Alors pendant cette campagne, pour venir conférer avec vous, allez-vous faire appel à certains poids lourds? Et je voudrais savoir lesquels, parce que Harry Chalus va soutenir Aramis Sarbaud, Marie-Evelyne Ponchatto, ce sera donc le maire de Trois-Rivières, Aramis Sarbaud va se soutenir lui-même puisqu'il est candidat, et Marie-Lucille Breslau, je ne pense pas qu'elle viendra conférer pour vous. Alors est-ce que vous aurez... Donc... Jamais. Pourquoi pas? Non, c'est une question que je pose. Est-ce que vous aurez donc d'autres poids lourds? Alors tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que le président Harry Chalus a dit qu'il ne soutiendrait personne au premier tour afin de préserver son équipe régionale. Comme nous sommes plusieurs à être engagés, donc il a fait le choix de rester neutre et que ce premier tour constitue une vraie primaire entre les différents candidats de l'équipe régionale qui seraient engagés. Ensuite, j'ai certains membres de mon équipe régionale qui viendront me soutenir en temps et en heure parce qu'ils croient tout simplement à mes capacités. Ils croient en ce binôme et ils croient surtout que nous pouvons effectuer un énorme travail sur cette 4e circonscription. Alors, c'est une question tout à fait politique, mais enfin, elle a été évoquée tout à l'heure par Didier Détouche. Semble-t-il, pendant cette campagne, la question statutaire de la Guadeloupe n'est pas souvent évoquée par les candidats. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous y pensez? D'autant plus qu'on a reçu ici, il y a quelques jours, Olivier Servat qui nous disait qu'il était partisan d'une autonomie plus large pour la Guadeloupe et que c'était un petit peu la tendance de Macron en ce moment. Est-ce que vous, Sylvie Gustave Duflo, vous êtes prête aussi pendant votre campagne, je ne parle même pas au moment où vous seriez éventuellement député, aborder cette question statutaire qui, semble-t-il, dit-on, effraie les candidats d'abord et effraie l'opinion? Ce n'est pas une question qui m'effraie du tout, parce que c'est une question effectivement que j'ai traitée dans mon programme, qui sera bientôt disponible. Et en fait, parce que tout simplement, en 2021 déjà, nous devons aller vers une collectivité unique, assemblée, collectivité, nous aurons probablement à décider. Et moi, je m'inscris, à l'instar d'Olivier Servat, pour une plus grande autonomie. Je vais vous parler tout simplement d'un domaine où j'exerce actuellement, c'est l'environnement, par exemple. Eh bien moi, j'ai fait un papier dans Nouvelle Semaine où j'ai clairement dit que nous étions déjà en capacité de prendre nos propres lois énergétiques. Et le service énergie de la région avance à grands pas pour atteindre les objectifs que nous nous fixons, c'est-à-dire utiliser de moins en moins d'énergie fossile et de plus en plus d'énergie propre, d'énergie renouvelable. Eh bien, en ce sens, moi aussi, eh bien, je suis totalement favorable pour que nous fassions nos propres lois en matière de protection et de valorisation de la biodiversité, en matière également d'aménagement du territoire. Nous avons besoin de plus d'autonomie pour tout simplement correspondre à notre paysage, je dirais, à notre paysage politique, à notre paysage économique. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son programme, envisage que les lois nationales aient des adaptations locales. Et nous devons véritablement saisir cette opportunité au bon. Et moi, croyez-moi bien que les prochains députés qui iront siéger à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas des députés qui doivent aller finir leur carrière ou finir, je dirais, leurs vieux jours à l'Assemblée nationale. Il va falloir que ce soit des députés dynamiques et qui puissent répondre à ces adaptations et faire des propositions. Et c'est là que nous verrons tout le travail du parlementaire et les spécificités régionales qui doivent en découler. Et c'est un gros travail qui attend les prochains députés. Et moi, je suis partante pour effectuer ce travail. 8h31, Marie-France, l'avant-dernière question. D'accord. Donc, Sylvie Cussadi-Duflo, en 2014 pour les municipales, je vais juste rappeler rapidement votre score. Vous aviez fait 761 voix, soit 24%. Face à vous, Marie-Lucille Breslau, 42% et Marie-Evelyne Ponchatto, 34%. Ma question est simple. Est-ce que votre participation aux législatives, donc avec ces 18 candidats, est-ce que pour vous, c'est une façon aussi de rassembler encore plus de votes potentiels pour les prochaines municipales?
Alors, je pense que chaque élection est une élection. Là, nous parlons des élections législatives. Et le fait que je sois venue aux élections législatives, c'est parce que tout simplement, même si un député fait des lois au niveau national, il est quand même ancré dans son territoire. Et aujourd'hui, la 4e circonscription, c'est une circonscription qui est en train de mourir, puisque, comme l'indiquent les derniers chiffres de l'INSEE, c'est la tranche des jeunes de 18 à 24 ans qui s'en va. Et donc, c'est une tranche qui va nous manquer pour la maternité. Vous savez que la maternité de l'hôpital de Basse-Terre est en grande difficulté. C'est une tranche d'âge qui va nous manquer pour les crèches, pour les écoles. C'est une tranche d'âge qui va nous manquer en termes d'actifs. Et donc, il faut inverser cette vapeur. Et donc, je suis venue aux législatives pour inverser cette vapeur avec Jean-Yves Ramassamy, impulser une nouvelle dynamique. Et je vous le dis très clairement, en tant que députée, je ferai des propositions de loi pour du rééquilibrage du territoire et l'aménagement de ce territoire. Nous pouvons agir nationalement et avoir une action locale. Par ailleurs, juste pour finir, étant donné que si je suis élue députée, j'aurai également un conseiller, je garderai mon mandat de conseiller régional. Vous voyez que je serai à la fois un élu local et un élu national. Parce que ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, avec le non-cumul des mandats, c'est que le député devienne complètement coupé de sa base et de son territoire. Eh bien, ça ne sera pas le cas pour moi. Alors, pour prolonger un petit peu la question de Marie-France, ça signifie qu'en ce moment, le maire de Baïf doit dire, pourvu qu'elle soit députée, je serai débarrassé. Je ne sais pas ce dont pense le maire de Baïf, mais simplement, vous savez, monsieur Zandronis, les habitants de la 4e circonscription, on en a marre. Je le dis franchement, c'est un ras-le-bol parce que nous voyons nos forces vives partir, nous voyons nos petits retraités et les petites retraites agricoles et des pêcheurs qui ne suffisent plus à faire vivre au quotidien ces gens-là. Nous sommes abrutis d'impôts, de taxes d'habitation, de taxes foncières, et on apprend encore récemment que la CSBT va encore augmenter la taxe d'habitation et la taxe foncière. Alors vous voyez, monsieur Zandronis, je ne sais pas ce que pense madame Ponchateau de cela, mais moi ce que je veux dire à cette population, il nous faut réagir, et il nous faut réagir vite, sous peine de voir mourir notre territoire. Alors très sérieusement, si demain on sait, cette élection avec 18 candidats, il n'y aura pas d'élu au premier tour, ça m'étonnerait. Deuxième tour, si jamais vous n'êtes pas dans les possibles élus, vous donnez des consignes pour Aramis Sarbo et votre ami Courtois. Mais en fait, monsieur Zandronis... si jamais ils sont là. Monsieur Zandronis, mon tandem, on fera partie des 2 premiers. D'accord. La question est de savoir si nous sortirons premier ou deuxième. J'en avais aucun doute là-dessus, Sylvie Gustave-Duflo, et c'est pour ça que je vais vous poser la dernière question sur la biodiversité, puisque vous avez un petit peu répondu. Vous pensez prendre en main cette question si vous êtes élu député demain et tout faire en sorte que cette biodiversité profite aux Guadeloupéens? Ah oui, totalement. Profite, parce protéger. Parce que vous êtes scientifique de toute manière. Ah oui, je pose la question à valoriser. Et en plus, regardez bien, élu député, les questions d'environnement, eh bien, je dirais, ça sera mon pain du quotidien, puisque en tant qu'élu local au niveau du conseil régional, eh bien, ce sont les dossiers du quotidien. Donc, le lien sera vite fait entre le national et le local. Et comme je vous l'ai dit, c'est une question à laquelle j'ai déjà réfléchi. Nous devons aller vers plus de dérogations législatives pour faire nos propres lois en matière de biodiversité et en matière d'aménagement du territoire. Et non, croyez-moi bien, une députée comme ça en lien national et local, on fera un travail formidable. Ce qu'il faudrait. Dernière petite question, Marie-France Goujoetna, et vraiment dernière petite réponse, Sylvie Gustave-Duflo, puisqu'il est 13h37. Très vite. Alors effectivement, donc vous êtes présidente de la commission environnement. Le conseil régional a la prétention d'ici 2050 de rendre notre île totalement autonome au niveau énergétique, Et en 2020, on a appris très récemment qu'il y aura 1 million de touristes sur notre archipel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup plus de dépenses et de consommation d'énergie. Comment est-ce que là, vous allez réussir ce grand écart? D'un côté, effectivement, de faire en sorte qu'il y ait moins de consommation d'énergie pour aboutir à une autonomie.
Bien, non, ce n'est pas compliqué parce que tout simplement, quand on parle de transition énergétique, il faut résolument que nous allions vers l'utilisation de ces énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous disposons de fonds européens, plus d'une quarantaine de millions pour pouvoir mettre en place cette transition énergétique et nous avons jusqu'à 2020 pour le faire. Ma collègue Maggie Cellini qui est en charge de ce dossier, croyez-moi, elle est extrêmement dynamique et nous nous battons pour que nous atteignions déjà 50% d'utilisation d'énergie renouvelable dans le mix énergétique d'ici 15 ans. Et ma foi, nous irons résolument vers cette transition énergétique. Il y va de notre santé. Bien, je vous remercie. Alors, avant de partir, je suis obligé, c'est la loi française qui l'oblige, citer les autres candidats. Alors, il y a dans cette 4e circonscription Martine Romera, Dominique Virissamy, Christine Houblon, Claudia Boucher, qui aime Saltel, Hélène Vainqueur-Christophe, Arbo Aramis, Camille Édouard, Johan Tarquin, Caz Béatrice, Alain Avril, Jean-Marie Nomertin, Nouette Pougam Valérie, Evita Chevry, Ramdini Hugdi Philippe, Claude Maurice Eddy et Sonia Petro, que vous connaissez bien, termine vers elle. Mais voilà, il est 13h38, on prend une dernière pause de pub. On se retrouve avec Mendy pour la suite et la fin du journal. Et ensuite, on va recevoir Laurence Makiaba qui est déjà là. Et donc, on aura ce petit retour sur l'actu avec Alexandra qui est aussi déjà là. Voilà, retour dans 2 minutes. Voilà, 13h44 dans le ZCL Retour, donc sur le plateau, on va recevoir tout à l'heure, je vous l'ai dit, Laurence Makiaba, mais avant, le journal, la fin avec Mendy. Et la ville de Bemao a donc décidé de s'engager depuis longtemps, vous le savez, dans la transition énergétique et écologique de son territoire. Eh bien, elle a signé une nouvelle convention avec donc EDF. Ça s'est passé donc hier. Un plan d'action a été mis en place afin de caractériser donc son ambition. On regarde ce reportage signé Maxime Morel. Nous sommes rendus compte, de par nos factures, que la consommation d'électricité était élevée, en tout cas à notre sens, trop élevée sur le territoire de la commune de Bemao. Bien sûr, une élévation qui s'expliquait, puisque nous avions, pour répondre aux enjeux et aux besoins de notre population, nous avons beaucoup travaillé sur l'extension des différents réseaux. Nous avons également des lotissements privés qui sont devenus patrimoine de la collectivité, et donc ça a créé un certain pic. Nous nous sommes dit qu'il ne faudrait quand même pas en rester là et qu'il faudrait travailler à la diminution de la consommation d'énergie. Depuis 2007, la collectivité s'est engagée dans une démarche du respect des actions dans le cadre du développement durable. Alors aujourd'hui, il s'agit plus précisément de la maîtrise d'énergie. C'est une démarche qui a déjà été enclenchée depuis tantôt avec l'EDF et on marque un pas supplémentaire aujourd'hui sur cette convention qui aura plus pour objectif d'agir sur les bâtiments publics. En fait, EDF va accompagner financièrement la ville pour la rénovation qui va concrètement constituer à changer les lampes actuelles par des lampes des LED qui vont consommer 2 fois moins, donc ça a évidemment une plus-value importante au niveau de la transition écologique. Et puis en général, il y a aussi les armoires électriques à refaire pour avoir une meilleure performance de pilotage. Donc on a déjà accompagné la ville sur la phase amont qui a abouti à cette convention, puisque mes services en termes d'efficacité énergétique ont accompagné la ville. Et on va pouvoir financièrement accompagner les travaux qui vont se durer à peu près 2 ans à partir de début 2018. Nous voulons agir sur notre facture. Bien entendu, on pense à l'économie, mais on pense aussi au développement durable. On pense aussi à nos générations futures, à nos enfants de demain, de manière à pouvoir les préserver et les protéger. Précisément, la Convention nous donne la route à suivre. Et l'objectif certain, c'est qu'on doit au moins arriver à 50% de consommation, en tout cas à partir d'aujourd'hui. Et afin de récompenser la meilleure équipe au classement général du prix DCM2 Coopération Citoyenneté Excellence, le maire Jocelyn Sapoti, donc de la ville de Lamentin, invitait les élèves à un déjeuner au restaurant La Belle Chaudière, accompagné également de leur enseignant, Monsieur Larnay. Un reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Ça va ?
C'est devenu maintenant presque une tradition. C'est la deuxième fois. L'an dernier, on l'a fait. Alors, on organise le prix de la ville pour les élèves de CM2 qui ont, sous certaines disciplines, la meilleure moyenne générale de l'année. Donc ça crée de l'émulation, ça crée de l'envie de travailler, ça crée de la motivation et les élèves s'y mettent et jouent le jeu. Et ne voilà-t-il pas que cette année, comme l'an dernier, les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire le premier au classement général, a le privilège de pouvoir partager un déjeuner, entre autres, avec le maire. En dehors, bien sûr, des récompenses qu'ils ont déjà reçues. Donc ici, avec M. Larnay, qui est le professeur d'école qui les a formés, qui est le professeur de cette classe-là, nous partageons un moment où nous discutons avec les enfants de ce qu'ils aimeraient faire demain, de leur motivation, du fait qu'ils soient sortis premiers, qu'est-ce que ça crée chez eux, quelles sont les envies d'évoluer dans telle ou telle direction, que ça peut créer. En tout cas, leur faire comprendre que quand on travaille, on a des résultats et que c'est grâce au travail qu'on peut s'émanciper. Mes 5 camarades et moi avons gagné le prix de la ville, le premier prix du prix de la ville. Nous sommes allés à la remise des prix et nous avons eu des prix dont le bon pour la Belle Chaudière. C'était des épreuves, maths, français, géographie, sport, art plastique. Voilà. Je suis content, je suis joyeux. C'est un beau moment que je n'oublierai pas. Grand service à l'humanité, Et à l'approche de la fête des mères, les équipes soignantes de la néonatologie et de la maternité ont donc décidé d'apporter un peu de réconfort et de bonheur aux mamans qui sont donc présentes dans leur service en organisant un moment de partage. C'est donc ce matin où au programme il y avait des poèmes, du chant et également une rose qui a été remise à chaque maman qui est donc au service de maternité. Un reportage signé Maxime Morel. C'est un rosé pour toi, c'est ton jour aujourd'hui. C'est une équipe soignante qui a choisi justement d'honorer les parents par la collaboration du CHU qui souhaite ce jour-là, pour les mamans qui n'ont pas la chance d'être fêtées, d'être honorées et d'être remplies de joie à ce moment bien précis. Donc nous souhaitons leur offrir symboliquement une petite rose qui va leur donner un petit peu la joie et le sourire aux lèvres. Et c'est là le but même de notre projet, notamment aussi resserrer les liens, le lien qui est si fort entre une maman et son enfant. Donc nous souhaitons vraiment leur apporter ce petit bonheur que toute maman dans le monde entier pourrait mériter à un pareil moment. Faites à vous, madame, à l'occasion de la fête des mères, le CHU. Merci beaucoup. Je suis très heureuse et je remercie tout le monde parce que c'est très ému et je ne m'attendais pas. Voilà, il est 13h50, il nous reste une dizaine de minutes pour parler de l'actualité CCN en hebdo. Et pour commenter cette actualité, on reçoit Alexandra Giraud. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette actualité de cette semaine? Alors, l'actualité CCN en 5 photos. Du coup, on commence par la première photo sur laquelle on distingue l'ombre de Cédric Francietta, qui est cofondateur de Rocket Entrepreneur. C'était l'un des experts intervenant lors des workshops. Les workshops, ce sont de petits ateliers de travail organisés dans le cadre de la Startup GP. C'était vendredi dernier sur une journée entière au World Trade Center à Jarry. Une journée dédiée au monde de la start-up et de l'économie numérique en Guadeloupe. Cette manifestation a été organisée par Guadeloupe Tech et c'était l'occasion pour de nombreux acteurs de l'écosystème start-up de faire le point, de se rencontrer et d'apprendre pour avancer plus sereinement dans leurs projets. La photo numéro 2, c'était samedi soir dernier.
à la ville de Petit-Bourg qui a élu sa Miss. 8 candidates étaient encore en lice après un premier casting qui réunissait 12 jeunes femmes. Un show son et lumière bien orchestré par la compagnie Prestance Events. Et de gauche à droite sur cette photo, Alexia Villovar, l'ex-Miss Petit-Bourg de l'année 2016, Ornella Carmel, Miss Petit-Bourg 2017, qui est donc la grande gagnante de cette élection, Guy Losbar, le maire de la ville de Petit-Bourg, et Daryl Romil, Mister Guadeloupe 2016. La photo numéro 3, de gauche à droite, sur laquelle on voit Marie-Hélène Lomuno, Félix Cotellon, Marilyn Daomé et Walsan Botelio. Ils sont sur cette photo au fort Fleur d'Épée et c'était mardi soir dans le cadre de Faux en famille, une série de manifestations pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Faux en famille, ça dure encore jusqu'à demain d'ailleurs, alors rendez-vous au fort d'Algrès pour une journée bien remplie, entre autres marche intergénérationnelle, ateliers et projections cinéma en plein air. La 4e photo, sur laquelle on voit Hélène Polifonte, maire de la ville de Bémao, et Sylvain Vidal, directeur d'EDF Guadeloupe. Ils sont en pleine signature d'une convention dite d'efficacité énergétique, et c'était hier à l'hôtel de ville. Un partenariat de plusieurs années qui se concrétise. La commune va donc démarrer des travaux à la fin de l'année pour améliorer son éclairage public et donc plus globalement renforcer la transition énergétique. La dernière photo, justement sur Héritage. La présentation de lancement du festival Héritage Mémoire Vivante qui a eu lieu mardi matin. Il y avait Henri Santenac, Jean-Claude Nelson, Blaise Mornal, Willy Rosier et Laurence Makiaba, justement organisatrice du festival que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, quel est le thème du festival cette année ? Cette année, la thématique, c'est Tribal Soul. On a voulu revenir aux origines des Guadeloupéens parce qu'on parle souvent les ancêtres sont devenus anonymes. On ne sait pas bien d'où viennent les esclaves, on ne sait pas bien d'où viennent les Indiens. Donc, l'idée, c'était de revenir aux origines et de se rappeler un peu d'où viennent nos habitudes et nos traditions. Finalement, quelle est l'essence même en fait du festival Héritage ? Notre objectif, c'est qu'on sorte des clivages et que le festival puisse permettre d'être un pont et qu'on puisse échanger autour de l'histoire. Parce que clairement, le passé, ce n'est pas quelque chose d'hermétique qui est derrière nous. Le passé impacte clairement l'avenir et il s'agit pour nous de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Voilà. Un petit mot sur la programmation ? Oui, pour la programmation, on a décidé tout autour de ce festival-là d'ouvrir à tous les arts parce que l'objectif, c'est, comme je disais, de transmettre et de partager. Donc, on a utilisé tous les moyens à notre disposition. On a une exposition photographique qui a commencé sur le site en plein air et qui va durer jusqu'au 27 avec 4 artistes photographes. On a déjà, pendant qu'on est en train de parler, une université populaire qui a lieu. Ce soir, on a Léo Rose au niveau des marches des esclaves et une projection de film en plein air. Et demain, on a toute une journée, on commence à 8h, on va finir très tard, avec un village, des ateliers, avec un espace culinaire pour découvrir nos traditions culinaires oubliées, et aussi 2 grands concerts à partir de 18h30 au niveau des marches des esclaves. Justement, vous parliez de l'université populaire, c'est un peu une des grandes nouveautés cette année. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, il s'agissait pour nous d'explorer plus la thématique, parce que depuis la première édition du festival, on est à la 3e édition, on s'est rendu compte que dans les moments de conférence, les moments de partage avec le public, les gens avaient du mal à partir, ils avaient encore des questions, ils avaient envie d'en savoir plus. Donc, on a décidé d'aller un peu plus loin en proposant ce format-là. Et il s'agissait pour nous de réunir non pas des historiens ou des sachants, mais des gens qui connaissent leur thématique. Donc, il y avait ce matin Léna Blou, il y avait un linguiste pour parler du créole. On a vraiment eu pléthore de personnalités qui soient expertes ou pas dans un domaine, c'est pas forcément que des historiens, pour nous en apprendre plus sur nos origines, dans la littérature, sur l'indianité, par exemple, la culture indienne. Enfin voilà, des gens qui peuvent nous faire comprendre, connaître les origines méconnues des Guadeloupéens. D'accord. Une dernière question, vous avez une fierté en particulier par rapport à cette édition cette année ? Si, je suis très fière, surtout de l'Université populaire, d'avoir réussi à pouvoir canaliser autour de cette thématique-là beaucoup de personnes. Et ça me frustre un peu parce que chaque année, j'ai l'impression qu'on pourrait en faire plus, qu'on pourrait en dire plus. Et j'espère que l'an prochain, on pourra, avec plus de partenaires, proposer aux gens de venir découvrir la Guadeloupe pendant cette semaine-là par le prisme de son histoire, de son patrimoine qui est riche,
Parce qu'en préparant cette université-là, je me suis rendu compte que clairement, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'il y a des Vietnamiens qui ont vécu ici, que les Japonais ont été ramenés ici pour travailler ici, que les Caraïbes, c'est des gens qui viennent de l'Amérique du Sud. Enfin voilà, on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et si on le savait plus, je pense que le résultat des dernières élections ici en Guadeloupe aurait été autre. Juste une question, Laurence, avant de vous laisser partir vers Héritage. On a vu à la table, tout à l'heure, on a les photos de Alexandre, on a vu le directeur du CTIG. Quelle est la dimension touristique de ce festival? Alors, notre objectif, comme je disais tout à l'heure, c'est de vraiment, on l'a fait cette année, on a proposé des packages pour que les gens puissent découvrir la Guadeloupe et pas seulement juste le festival, découvrir véritablement la Guadeloupe par un programme avec une jeune agence de voyage qui s'appelle Feeling Guadeloupe. Donc voilà, le CTIG s'est rapproché de nous, enfin, on a travaillé ensemble sur une nouvelle version. L'objectif pour nous, c'est que l'an prochain, on ait des partenaires aériens pour aller plus loin dans cette dimension-là. L'objectif, c'est vraiment que les gens... Il y a de quoi faire un tourisme mémoriel, bien cadré, bien préparé sur cette période-là, pour que les gens puissent venir découvrir la Guadeloupe, pas pour les plages, mais vraiment pour la richesse de son patrimoine. Et je tenais, par contre, à signaler, à remercier beaucoup la ville de Petit-Canal, le maire Blaise Mornal, parce que si l'initiative de faire un plateau d'artistes est venue de la mairie, ils suivent vraiment beaucoup tout le reste du programme et sont vraiment motivés, investis pour qu'on aille encore plus loin avec le festival et qu'on puisse vraiment partager l'histoire de la Guadeloupe. Donc, ce festival, finalement, on ne peut plus dire que le Nord Grande Terre, c'est l'oublié de la culture et de l'animation, puisque c'est ce qui se disait récemment. Oui, c'est ce qui se disait récemment, et c'est sur ce cap-là qu'on essaie de jouer aussi, parce qu'il y a vraiment des gens qui, chaque année, viennent au festival, qui arrivent et qui nous disent que c'est la première fois qu'ils arrivent au mariage des esclaves. Oui, voilà. Donc, il y a des gens qui découvrent le lieu, qui découvrent le site, qui découvrent qu'on peut faire des choses intéressantes dans le Nord Grande Terre, et c'est vraiment un espace qui est encore à exploiter et qui a vraiment beaucoup de potentiel, et on espère encore aller plus loin avec ce festival et le faire durer longtemps. Alors, donc rendez-vous ce soir? Rendez-vous ce soir à 19h pour des projections de films et de documentaires autour de la thématique. Donc on a dit Créole Soul. On a le CM98 qui présente un film de Franck Salin qui s'appelle Le Citoyen de Bois d'Ébène, avec le travail d'Emmanuel Gordien qui est retourné au Bénin chercher ses origines. On a encore deux autres films. Et ensuite on a Les Roses avec Kamoudjaka, donc jusqu'à pas d'heure. Et demain la grosse journée avec les gros concerts. Voilà, le village et les deux concerts qui commencent à 18h30. Bien, je crois qu'on a tout dit. Je rappelle dans la série des manifestations du 27 mai, alors à Pointe-à-Pitre, 50 l'année histoire, PEP Guadeloupe, demain, samedi 27 à Charisma, c'est une manifestation culturelle de mode, musique, artisanat, art, poésie et peinture, organisée par notre ami Alex Mondello. Je rappelle aussi Fort en famille, mais là c'est pour les gens de Basse-Terre, à partir de 9h depuis ce matin, il y a un certain nombre de manifestations, mais ce soir, il y aura l'ouverture officielle et le spectacle Héritage Sacré avec le ballet folklorico de Baya. Et enfin, dernier butin, il faut quand même le dire, Esclavage, Révolution industrielle et Apocalypse, c'est ce soir et demain, les deux dernières conférences, et ça se passe au lycée Charles Couffin. Voilà. Et si vous ne l'avez pas encore, je vous rappelle qu'il y a cet ouvrage qui est sorti, Le Gong c'est quoi, Serge Glaude, on en a parlé tout à l'heure dès le début du journal. Voilà, on a pratiquement fini les 14h pile. Voilà, on a tenu notre timing grâce à Laurence et grâce à Alexandra. Merci en tout cas pour cette revue de l'actu en photo qu'on va retrouver très prochainement dans le ZCL. Et puis on salue nos amis de RHT qui sont en direct depuis Cap-Esther. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Salut, bon week-end et à lundi.